Les nuits de France Culture, jusqu'à 6 h du matin. L'historien athénien Thucydide accompagna le travail de la grande helléniste Jacqueline de Romilly toute sa vie. Elle en donnait, en 1952, les raisons. Si la guerre du Péloponnèse nous apparaît encore aujourd'hui avec un tel relief, c'est pour une bonne part parce qu'elle a eu pour historien Thucydide. Il a vécu toute cette guerre. Il a commencé à en préparer l'histoire dès le début des hostilités et nous en a laissé le récit inachevé, un peu plus de 20 années de guerre sur 27. Cet homme qui a raconté une guerre contemporaine à laquelle il avait été mêlé, nous aimerions avoir des renseignements sur lui, mais il n'en fournit guère. Nous le voyons seulement surgir dans son histoire en 424 comme stratège et personnage influent en Thrace. Mais il surgit presque comme un étranger, à la troisième personne, sans commentaire. Il n'évite d'ailleurs pas la perte d'Amphipolis, et plus loin, nous apprenons qu'il subit de ce fait un exil de 20 ans. Mais s'il nous le dit, c'est parce que cela lui permit de consacrer son temps à son histoire et d'enquêter dans les deux camps, et c'est tout ce qu'il nous en dit. Le fait ne doit pas nous surprendre. Et Thucydide ne pouvait guère parler de lui si l'on pense à la haute idée qu'il se fait de son devoir d'historien. Rien en effet n'est plus caractéristique. Et il place son ambition si haut que de cette guerre contemporaine, il veut écrire un récit qui, au lieu de plaire sur le moment, soit, selon son expression célèbre, un thema eis aei, une acquisition pour toujours. À vrai dire, cette ambition nous le fait connaître mieux qu'aucun renseignement biographique, et elle implique toute une série d'exigences qui sont la marque de sa personnalité. Exigence d'exactitude d'abord. Si l'on pense à ce qu'était encore l'histoire d'Hérodote, à plus forte raison celle de ses prédécesseurs les logographes, on mesure l'importance de cet esprit d'enquête et de contrôle que marque Thucydide, de cette chronologie si rigoureusement observée et dont les cadres, pour plus de clarté, sont devenus ceux des saisons. Thucydide traite les faits de l'histoire en contemporain de la médecine et des discussions contradictoires, et ce respect même de l'objectivité lui interdit d'intervenir personnellement dans son œuvre, où les jugements directs, comme le fameux jugement sur Périclès, sont des plus rares. Mais le progrès ainsi accompli n'est pas tout. L'acquisition pour toujours exige plus. Elle exige que l'on puisse voir clair dans les faits. Elle exige l'intelligence. Et en cela aussi, Thucydide est novateur. Au lieu des actes d'éclat que recherchait encore Hérodote, il s'intéresse aux faits de conséquence. Au lieu des curiosités particulières, aux enchaînements généraux. Ce besoin d'explication se fait jour d'une façon très frappante dans son livre 1. En effet, sur les 8 livres qui pour nous composent son histoire, un livre entier et le plus long est consacré aux causes de la guerre. Dans ces causes, il distingue. À tous les incidents de détail qu'il raconte assez brièvement, il oppose ce qu'il appelle l'alletestate prophacis, le motif le plus vrai. Ce motif est un fait très général, le développement même de la puissance athénienne. Et pour le faire comprendre, Thucydide doit remonter 50 ans en arrière. L'histoire devient ainsi un enchaînement de causes et d'effets. Celui-ci ne laisse place ni à la providence ni aux dieux. Il ne met en cause, outre le hasard, que des éléments humains. Les passions humaines d'abord, dont Thucydide expose le jeu avec une lucidité toute positive, l'intelligence humaine aussi, car les grands hommes d'État comme Thémistocle et Périclès, les bons généraux comme Phormion ou Brasidas, ont avant tout cette qualité qu'ils savent raisonner et prévoir. Le mot revient chaque fois. Et lui-même, en expliquant, ne fait que raisonner comme eux une fois connus tous les éléments. Sous cet aspect, la guerre devient un drame unique dont toutes les phases ont un sens. Thucydide a vu une seule guerre, la guerre de 27 ans, là où d'autres en voyaient 2 ou même 3. Mais il a aussi fait apparaître cette unité dans le déroulement même des faits. C'est ce qui donne au récit un intérêt particulier, voisin par certains côtés de celui qu'éveille la tragédie. Il en est partout comme dans les récits de bataille, où notre participation est plus vive
du fait que même sans voir toutes les péripéties concrètes, nous pouvons comprendre quels intérêts sont engagés, quels plans s'y affrontent et quelle importance peut avoir le succès de chaque tentative. Thucydide, sans être favorable en principe au Parti démocratique, a chaleureusement admiré Périclès, à qui il a prêté une émouvante défense de la démocratie athénienne. Il a eu aussi un sens très vif des possibilités de la thalassocratie athénienne. Il en a analysé au début les caractères, défini les moyens, relevé les faiblesses. Ces analyses donnent leur sens à toute la suite, aux premières révoltes de sujets athéniens et aux problèmes qu'elles soulèvent, aux efforts de Brasidas pour détacher les villes d'Athènes, et enfin à cette expédition de Sicile qui prend la valeur d'une crise et que sans doute à cause de sa signification même, Thucydide a raconté dans les livres 6 et 7 avec un soin particulier. Grâce à ces analyses, l'ensemble se tient et fait un tout. Ce caractère de son œuvre explique l'emploi que Thucydide a fait des discours. S'il n'avait cherché que l'exactitude, il aurait tenté de reproduire exactement les paroles prononcées. S'il avait cherché le mérite littéraire, il les aurait recomposées librement. Mais il cherchait à expliquer. Aussi, tout en restant le plus près possible de la pensée générale qui fut exprimée, les recompose-t-il en s'arrangeant pour que, placés avant l'action, ils en pèsent à l'avance les motifs, les moyens, les chances. Ils donnent le sens et la clé. Ils sont la part propre de l'intelligence. Mais du fait de cette exigence, Thucydide introduit aussi dans l'histoire une dernière nouveauté, par laquelle il se distingue d'ailleurs des historiens modernes. C'est que sa quête tend au fond à dégager des éléments plus ou moins universels. Il dit lui-même que son œuvre doit être utile pour qui voudra voir clair dans les événements passés et dans ceux qui, à l'avenir, conformément à ce qui est humain, présenteront des similitudes ou des analogies. Il étudie des rapports politiques, des phénomènes humains qui pourront se reproduire. Il les étudie dans le même esprit qu'il étudie au livre 2 la peste d'Athènes. Et bien qu'en fait il les considère toujours dans une réalité donnée et unique, il lui arrive parfois, tant cette dernière exigence est vive chez lui, de présenter une analyse qui semble d'elle-même se détacher de l'occasion contemporaine pour s'appliquer à tous les temps. Les désordres de Corcyre appartiennent ainsi à ces calamités dues à la guerre, dont il dit qu'elles se renouvelleront toujours tant que la nature humaine restera la même. Et l'on connaît le tableau qu'il en fait. On en vint à changer arbitrairement, écrit-il, l'acception ordinaire des mots attachés aux actions. L'audace insensée devint un noble dévouement au parti, la lenteur prévoyante une lâcheté déguisée, etc. Sous le crépitement des mots abstraits, l'expérience d'un temps pourrait s'appliquer à bien d'autres. De même, quand les Athéniens viennent attaquer la petite île de Mélos, et que, mettant à part toutes les considérations de droit, qui n'interviennent, disent-ils, que quand une égale nécessité pèse de part et d'autre, ils lui demandent de se soumettre. Le dialogue dépasse le cas d'Athènes et de Mélos. Il vaut pour tout peuple maître de la mer et attaquant un petit peuple neutre. C'est ainsi qu'en bien des cas, la généralité du ton donne à l'œuvre une valeur d'actualité. C'est un auteur difficile que Thucydide. Il est difficile parce que riche de sens. Il est difficile aussi parce que son style se ressent de toutes les aspirations de sa pensée. Sa rigueur se retrouve dans le goût des antithèses, sa sobriété dans la concision de l'expression, son besoin d'explications exhaustives dans la structure tourmentée, irrégulière, rompue de ses phrases. Enfin, son besoin de généralité dans l'emploi même des termes abstraits. Mais cette difficulté qui l'éloigne de nous correspond aux mêmes caractères intellectuels qui le rapprochent de nous si puissamment dans cette espèce d'actualité perpétuelle qui est la sienne. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 3 mars 1952.